Pourquoi les banques centrales ont déjà échoué? C'est pas mon point de vue, c'est celui de Sébastien Lay. Bonjour Sébastien. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Mois de septembre, on le sait, c'est le mois des banques centrales. Dès demain, Mario Draghi. Janet Yellen, c'est le 20 et quelques, je me souviens plus, 20 ou 27, je me souviens plus, septembre. On a le sentiment, quand on écoute ce qu'il nous raconte en termes de communication, qu'il est possible qu'il cale un peu devant l'obstacle. C'est votre sentiment aussi? On a le sentiment qu'ils sont un petit peu à la croisée des chemins. Même s'ils ne sont pas dans la même situation, les deux. Ils ne sont pas exactement dans la même situation, mais en réalité, tout le fardeau de la lutte contre la crise initialement et puis contre le risque de récession repose maintenant sur les banquiers centraux. Ils sont devenus un peu nos deus ex machina. On a l'impression que ces banquiers centraux sont plus importants finalement que les gouvernements et les premiers ministres. Et le constat, il est plutôt mitigé. Si on regarde les taux de croissance moyens, dans cette période post-récession où nous nous situons, ils sont étonnamment faibles. Aux États-Unis, j'ai repris les moyennes, c'est 2,2% en moyenne, alors que dans depuis 2010, ouais. Donc entre 2010 et 2017, même s'il y a une accélération actuelle, mais on est en moyenne à 2,2%, pendant la précédente période post-récession 2001-2007, on était à 2,9%. Et j'ai repris des très longues séries statistiques. Ce n'est pas un phénomène américain, c'est un phénomène mondial. Alors on le retrouve en France aussi. Prenons l'exemple de la France. On accélère un peu cette année, on est à 1,6. Sur la même période, la moyenne est de 1%. Au cours de la période précédente, elle était de 2%. Donc vous voyez qu'à chaque cycle post-récession, la croissance a tendance à devenir de plus en plus anémique. Et ça explique notamment pourquoi rien n'avance du côté des banques centrales. Au-delà des paroles, finalement, il n'y a pas de... Elles ne vont pas plus loin, elles ne resserrent pas leur politique monétaire? Alors, rien n'avance du côté des banques centrales parce que ma thèse, c'est qu'elles ont commis deux erreurs. La première erreur, c'est qu'elles ont transformé ce qui était un régime d'exception, cet interventionnisme des banques centrales, qui était destiné, en cas de crise, à compenser un affaiblissement de la demande mondiale. Un régime transitoire, temporaire, où la banque centrale est censée être un prêteur en dernier ressort, rappelez-vous de cette expression. Ce régime d'exception, ils l'ont transformé en régime quasi permanent, puisque tous les banquiers centraux sont devenus en fait les financiers du système financier. Et comme tout l'édifice repose sur eux, bien évidemment, leur grande peur, c'est, par exemple, en augmentant les taux d'intérêt, de précipiter l'économie mondiale à nouveau dans une récession. Alors qu'en réalité, on sait que c'est le cycle des banquiers centraux et d'augmenter puis de baisser les taux d'intérêt. Donc, à vous écouter, les banques centrales auraient dû agir avant, mener des politiques monétaires moins généreuses, mais la situation sera encore pire aujourd'hui dans ces cas-là. Non, pas du tout. Aux États-Unis, par exemple, la remontée progressive des taux d'intérêt que nous vivons à l'heure actuelle, elle aurait pu commencer il y a déjà 2 ou 3 ans. La grande erreur qu'ils ont tous commis, et notamment aux États-Unis, c'est, rappelez-vous, ce fameux ciblage de l'inflation. Dans la théorie des banquiers centraux, ils sont censés continuer à intervenir, jusqu'à temps qu'on ait 2% d'inflation. C'est ce ciblage qui n'est pas bon. Alors, il faut changer, mais on met quoi à la place? Alors, il vient de la théorie économique, ce qu'on appelle la courbe de Phillips. C'est la relation inverse entre le chômage et l'inflation. Et aujourd'hui, les banquiers centraux nous disent, mais on ne voit plus l'inflation. Ma théorie, ce n'est pas le seul à penser cela, c'est que l'inflation, elle existe, elle est massive, elle s'est déplacée des biens et services vers les actifs financiers. Les banquiers centraux ont créé de l'inflation, bien sûr, mais ça fait monter sur les marchés financiers et immobiliers. Mais est-ce que les banquiers centraux sont à même de déterminer le bon niveau des marchés? C'est compliqué d'avoir une cible de hausse des prix d'actifs. Vous les mettez à combien? C'est quoi la cible? Alors, il y a des théories qui ont été proposées. Je l'ai fait moi aussi dans un livre qui s'appelle Capital et Prospérité. C'est Alan Greenspan lui-même qui a dit non, on ne doit pas monitorer les bulles. En réalité, on a quand même des indicateurs classiques de valorisation. Et il serait possible, en regardant les marchés financiers, on peut regarder par exemple les ratios de cours sur bénéfices, mais aussi le marché immobilier. Vous pouvez par exemple monitorer le marché du prêt par le biais des banques. Les banques centrales peuvent placer des restrictions sur les banques en termes de prêts immobiliers. Ce qu'on fait en Chine d'ailleurs. Ce que les Chinois sont capables de faire, c'est vrai. Mais classiquement, rappelez-vous, Alan Greenspan avait dit à une époque, c'était il y a longtemps, on laisse les bulles se développer, elles explosent. Et son expression, c'était de dire « We are cleaning after the burst ». On nettoie tout après l'explosion. Parfois, l'explosion, elle peut emporter le système. Exactement. On l'a vu en 2008. Ce qu'on voit, c'est que le prix à payer est en fait trop lourd. C'est cette position qui consiste à dire laissons les bulles se développer, exploser et nous verrons après. À mon avis, elle n'est plus tenable. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais si on a à nouveau une crise financière, pourquoi pas dans les prochaines années, à mon avis, il y aura forcément un changement de paradigme en la matière. Mais vous écoutez, les résultats de la Fed et de la BCE ne sont pas probants. Pardon, on a évité la déflation. Pardon, le crédit reparti. Pardon, la croissance mondiale est à un niveau correct. Alors, je vous trouve sévère. Je suis peut-être un peu sévère, bien évidemment. Le grand succès, c'est qu'ils ont évité, comme le rappelait Didier Le Ménestrel il y a quelques instants, une grave crise, une répétition de la crise des années 30. Mais il fallait en sortir beaucoup plus tôt.
peut-être des dégâts potentiels aussi en sortant trop tôt, parce que l'économie est chancelante, parce que l'inflation était plus basse parce que... Alors, ce qu'il aurait fallu accepter... Il y a de bonnes raisons, sinon on l'aurait fait, vous bien sûr. bien. Non, parce qu'on peut faire des erreurs idéologiques. Dieu sait que les banquiers centraux... Idéologiques parce que la cible d'inflation, on reste sur l'inflation de 2%. Ou quand Janet Yellen dit qu'il n'y aura plus de crise financière, vous le répétez il y a quelques instants, à mon avis, c'est une erreur. Donc, il aurait été possible il y a quelques années, il serait encore possible à l'heure actuelle d'aller plus vite dans la remontée des taux d'intérêt. Simplement, on sait que... Il faut m'expliquer comment, en remontant rapidement les taux d'intérêt, la situation serait meilleure. Alors, on peut provoquer une récession. Le risque, c'est une récession, mais c'est le jeu même des cycles économiques d'avoir des phases d'expansion et de récession. C'était ce qui se passait avant le milieu des années 90. Le problème aujourd'hui, c'était en fait un problème idéologique et politique, qui est que les banquiers centraux ont vendu aux politiques la disparition des récessions, la disparition des crises. La disparition des cycles. Et en fait, en essayant de lisser comme ça le cycle économique, vous avez des périodes d'expansion très fortes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on est à 3% de croissance. C'est peut-être 3% au deuxième trimestre. En tendance annuelle, 3% en tendance annuelle. Voilà. En 2017, on sera sur 2%. Voilà, on est peut-être au pic du cycle, mais bien évidemment, en accumulant, et rappelez-vous, cette expansion aux États-Unis, c'est la seconde plus longue depuis les années 30. Mais aussi la seconde plus molle. Mais la plus molle. Donc on crée des périodes de plus en plus longues, de plus en plus molles, sans accident. Le problème, c'est que quand vous avez cette fausse stabilité, vous allez vers l'accident. Alors, ça a été décrit dans les années 80 par un économiste du nom d'Ayman Minsky. Il a écrit sur l'instabilité financière. On reviendra après un peu à ma vision des banques centrales. Mais ce que nous explique Minsky, c'est que quand vous créez des périodes comme ça d'anesthésie des investisseurs, où plus personne n'a de bonne perception du risque, parce que vous avez des tonnes de liquidités, tout se passe bien pendant quelques années. Et au lieu d'avoir le cycle normal des expansions et des récessions, vous avez une déflagration financière et ça se termine en 1929, 2007. Donc à vous écouter, Sébastien, il faudrait accepter aujourd'hui une récession pour recréer du cycle. Légère. Pour éviter, même légère, après on ne maîtrise pas tout, pour éviter un crack, une déflagration plus violente plus tard. Au plus on attend, au plus on fait ce que les banquiers centraux. Alors là aussi, ils ont une expression anglo-saxonne, ils disent to kick the can down the road, c'est-à-dire repousser les problèmes. Au plus on attend, au plus le risque systémique augmente. Mais si on vivait dans un nouveau monde, justement, avec des cycles longs, moins forts de croissance, et les taux bas, parce que aussi la révolution digitale qui fait qu'il y a moins d'inflation Alors d'abord, c'est une véritable anomalie. J'ai écrit il y a quelque temps une nouvelle économiste. Je reprenais une histoire des taux d'intérêt, qu'on doit à un économiste américain du nom de Richard Sula. Et il montre qu'en fait, c'est la première fois dans l'histoire économique du monde que nous avons des taux d'intérêt aussi bas. Il est remonté à l'époque du code d'Hammurabi. Depuis le début de la civilisation humaine, nous n'avons jamais vécu avec autant de liquidité. Mais aussi avec peut-être aussi peu d'inflation. Peu d'inflation. Alors, peu d'inflation sur les biens et les services. Mais encore une fois, vous parliez des valorisations des actifs, il y a un problème réel de valorisation des actifs. Autre point très important, vous parliez de changements. Ce qui a peut-être changé, c'est qu'il y a des changements dans la nature de la monnaie. Il y a peut-être aussi des acteurs qui sont non bancaires et qui sont de plus en plus impliqués dans le système financier, sur lesquels les banquiers centraux n'ont plus prise. Vous avez peut-être des changements dans la nature de la monnaie aussi, avec ce qu'on appelle les crypto-monnaies, par exemple, comme le Bitcoin. Donc il se peut en fait que les banquiers centraux, pardon du mauvais jeu de mots, n'aient pas le rôle central qu'ils pensent avoir dans nos économies modernes. Alors, c'est bien de critiquer et de réfléchir. En même temps, on finit là-dessus, Sébastien, qu'est-ce qu'il faut faire à vous écouter ? Alors déjà, il y a des changements, je dirais, dans les politiques concrètes des banques centrales. Donc on l'a vu, cet objectif d'inflation, ce n'est pas un bon objectif. L'objectif, ça doit être de s'intéresser au chômage et aux bulles financières. Ça ne vaut pas le coup d'avoir un chômage très bas pendant quelques années si on crée des bulles financières qui se terminent par une crise comme en 2008. Et donc plus de chômage. Le deuxième point, c'est que les hommes politiques eux-mêmes, les leaders politiques de Parlement, doivent arrêter de se reposer exclusivement sur les banquiers centraux. C'est à eux de reprendre la main, de faire des réformes structurelles, d'utiliser à nouveau l'arme fiscale, l'arme budgétaire, mais de cesser, comme l'a fait par exemple Barack Obama aux États-Unis pendant 2 mandats, de se reposer en pilotage automatique. En pilotage automatique et de se reposer sur les banques centrales. Voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires et surtout ce point de vue signé Sébastien, chercheur associé donc à l'Institut Thomas More. Merci.